un podcast Orso Média. Il me disait quand j'étais enfant, tu n'as qu'un seul droit, celui d'obéir. Venez me voir dans mon bureau. Est-ce que ça vous amuserait de faire un peu de cinéma? Un film avec Jean Dujardin qui s'appelle Brise de Nice. Je pense que tu pourrais correspondre, va faire le casting. Le problème avec toi, c'est que t'es un peu trop jolie pour être grosse, mais un petit peu trop grosse pour être vraiment jolie. On s'entend très bien, elle me dit écoute, tu vas passer les essais pour devenir Miss Météo. Je me vois pas du tout me filmer toute la journée pour faire des vidéos sur YouTube. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Est-ce qu'on boit du rosé l'hiver? Pas moi, mais on en connaît qui boivent du rosé du 1er janvier au 31 décembre. Ah bon? Ouais. Ok, qui ça? Je peux pas le dire. Ils sont connus. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai l'immense plaisir de recevoir une invitée un peu particulière aujourd'hui, qui a fait ses premiers pas dans la creator economy assez récemment. Elle s'appelle Julia Molcou. Vous la connaissez sans doute si vous avez déjà regardé Canal+, si vous avez déjà écouté RTL ou écouté France Inter, mais elle va nous en dire un peu plus. Salut Julia. Salut Christopher. Ça va? Ouais, j'ai un peu le trac. Qu'est-ce que tu penses de mon intro un peu toute pétée, toi qui es une professionnelle de ça, qui a officié dans les plus grands médias français pendant des années? Écoute, je lui trouve un avantage. Mais pas trop. Je lui trouve un avantage, c'est qu'elle était courte. Ouais. Tu sais, comme moi, j'aime les choses concises. C'est un peu c'était ta notre sujet sur ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. C'est que moi, j'ai toujours envie que ce soit un peu court, mais parce que je me réfère toujours à cette phrase qui dit que faire court, c'est plus difficile. Alors, c'est pas de moi, c'est de Pascal, mais j'y pense tous les jours. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de faire court. Bon, on va essayer de faire court. On va essayer d'être bon. Très bien. La tradition dans ce podcast, Julia, c'est que mon invité se présente en quelques mots. On parle pas tout de suite de ce que tu fais aujourd'hui, de ton podcast, de tes différents projets, d'où tu viens et voilà, qu'est-ce que tu as fait au tout début de ta carrière? Je suis née à Paris, dans le 14e, à Saint-Vincent-de-Paul, qui n'existe plus. J'ai été élevée dans le 6e arrondissement, puis dans le 7e, donc des quartiers vraiment très difficiles. Je le reconnais. Ça devait être dur. Ouais, très dur. J'ai grandi entre... Est-ce qu'on est obligé de dire à Paris quand on est vraiment parisienne? Parce que j'ai vraiment dit à Paris, ou j'ai dit à Paris? Je suis née à Paris. Peut-être que je l'ai aussi. Je sais pas si j'ai un accent titi parisien. Moi, on dit plutôt que j'ai un accent un peu bourgeois, tu vois, une espèce de patate chaude comme ça dans la bouche. Et encore, je sais pas complètement d'accord. Non, je l'ai pas trop repéré, ça. Ouais? Non. Bon, écoute, je suis née à Paris. Et j'ai grandi à Paris. J'ai été au lycée à Montaigne. J'en garde des souvenirs émus. Si je pouvais recommencer tout de suite, là, le collège, le lycée, le bac, je le ferais. Qu'est-ce que tu avais aimé de cette je sais pas, époque-là? tout. La liberté, le fait qu'on n'ait rien sur les épaules, qu'on n'attende pas grand-chose de nous à part de travailler vaguement bien, d'avoir son bac. Enfin, tu vois? Ah, tu te trouvais libre au collège et au lycée? Alors que je l'étais pas du tout, parce que moi, j'avais des parents assez sévères, en tout cas, qui me vissaient pas mal. Je suis l'aînée d'une fratrie, j'ai 3 frères. Je dis pas que pour eux, ça a été beaucoup plus simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, en tant que seule fille d'une famille... moi, ma mère est catholique d'origine italienne et bourguignonne, et j'ai un père juif d'Algérie. Et je dois quand même dire... Sacré mélange. Ouais. Que en tant que fille et en tant qu'aînée, on peut pas dire que c'était la teuf tous les jours, quoi. Moi, je me souviens d'une phrase que me disait mon père, qui est pourtant un père très, très aimant, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans mon enfance, mais il me disait quand j'étais enfant, tu n'as qu'un seul droit, celui d'obéir. Ça reste un peu, tu vois. Donc, élevée dans une famille assez stricte et sévère, certes, mais j'avais le sentiment que être au collège et être au lycée, c'était quand même être encore un enfant. C'était ton espace de liberté, quoi. Alors peut-être le collège et le lycée. Ouais, j'aimais bien les copains, j'aimais bien être déléguée de classe, j'aimais bien... je sais pas, j'aimais pas tellement le sport, je détestais la physique, j'étais pas très bonne en maths, mais bon, je sais pas, j'étais bien. T'étais bonne à l'école? J'étais pas mauvaise, j'étais moyenne, mais je foutais pas grand-chose, quoi. Moi, ce que j'aimais, c'était les garçons, les copines, les paires de chaussures. Enfin, tu vois, j'étais quand même assez légère. Okay. Mais déléguée de classe quand même. Ah ouais, déléguée de classe de ouf. Mais j'avais compris aussi que c'était un statut particulier, parce que déjà, vis-à-vis des profs, t'étais pas un élève comme les autres. Et puis vis-à-vis des élèves, on te devait un peu le respect, parce que parfois on avait besoin de toi.
Donc c'était, je sais pas. Et puis il y avait un petit côté chef. Et tu sais, moi, en tant que aînée d'une fratrie, de toute façon, ce petit côté chef-là, je l'ai toujours eu derrière mes copines, me charrient souvent en me disant il nous faut un chef, je propose que ce soit toi. Mais c'est vrai, tu vois, c'est un peu inné. Et ça te convenait bien, quoi. Ouais, j'aimais bien. Non, j'aimais bien. Je prends un petit peu d'eau, j'ai soif. J'ai vachement le trac, en fait, d'être de ce côté-là du micro. Allez, je te laisse boire un petit coup. Bon, si on fait un petit fast-forward pour utiliser un anglicisme moche. Lycée Montaigne, ensuite fac de droit, parce que mes parents me disent le droit, ça mène à tout. Et puis un jour, devant ma fac, un agent qui s'arrête, elle s'appelait Christine Parra, et elle me dit venez par là, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Je dis je suis à Assas. Elle me dit ça vous plaît? Franchement, 2e année de droit à Assas, oui, évidemment, il y en a qui trouvent ça formidable, enfin moi, moyen. Et elle me dit venez me voir dans mon bureau. Évidemment, je préviens toutes mes copines en leur disant j'ai rendez-vous dans le bureau de quelqu'un, mais si je suis pas sortie dans 40 minutes, vous appelez la police, voilà où c'est le code et tout. Et je vais la voir et elle me dit est-ce que ça vous amuserait de faire un peu de cinéma? Et je lui dis c'est-à-dire faire un peu de cinéma. Voilà, il cherche une fille pour un film avec Jean Dujardin qui s'appelle Brise de Nice. Et je pense que tu pourrais correspondre, va faire le casting. Et je suis prise. Et donc je joue Gladys, la reine du Kiss. Et je me souviens que quand elle m'appelle pour me dire que je suis prise, elle me dit tu vas gagner, je sais pas, 800 balles. Et en fait, elle parlait par jour. Moi, je me disais déjà 800 balles, c'est incroyable. Je vais tourner 7 jours, 800 €. Quand t'es ado, t'as jamais gagné ta vie. Tu vois, j'avais 19 ans, je faisais des petits boulots. Elle me dit non, c'est par jour. Je dis mais non, mais pendant je peux pas. 7 jours. Ouais, mais je dis mais je peux pas. Ils vont bien se rendre compte que j'ai jamais rien fait avant. Ça va être ridicule. Elle me dit surtout, tu fermes ta gueule. Ils sont très contents de t'avoir et toi, t'es très contente d'empocher 800 balles par jour, donc tu dis rien. Au même moment, je décroche un autre film qui n'avait rien à voir avec Béatrice Dalle et This is la peste, qui s'appelait Dans tes rêves, je crois, où là, je jouais une comment on appelle ça, une fille qui écoute du hard rock, enfin une espèce de démo, enfin très bizarre. Et donc je tournais la nuit à Biarritz avec Jean Dujardin et le jour à Paris en même temps. Donc j'avais une espèce de vie un peu de star, tu vois, qui prend l'avion, qui repart, alors que j'étais au-delà de son père. C'est-à-dire que vraiment c'était juste un hasard du calendrier. Et donc j'ai commencé comme ça. Mais là, Julia, si on se dit les choses, est-ce que t'enrobes un peu quand tu racontes cette histoire? Ça existe vraiment le repérage sorti du. Ah mais j'enrobe rien du tout. Fac. Ah mais je te jure que ça s'est passé exactement comme ça. Mais elle rôdait par là, elle a recherché de non, nouveaux en fait, talents. ses bureaux étaient juste Parce derrière. Que c'est un peu l'histoire, un peu le conte de fées qu'on oui, entend. Attends, je t'arrête tout de suite. Entre temps, j'ai pas eu un Oscar, quoi. C'est un conte de fées mignon, mais. Non, mais tu te fais. Il y a beaucoup de comédiens qui passent des années en école, qui font. Mais je crois qu'à la fin. Tu vois, et qui ne décrochent jamais de rôle au cinéma. Toi, sans avoir pris de cours de comédie, là, tu te retrouves là. Ma mère m'avait inscrite au cours Florent quand j'avais 14-15 ans parce que j'étais extrêmement dissipée à l'école. Mais il se trouve que je séchais autant le cours Florent que je pouvais sécher les maths. Donc ça n'avait pas eu un effet sur moi. Voilà. Il se trouve que Catherine Parra, qui avait une agence qui s'appelait Parallax, avait ses bureaux rue de l'Ambre. Et quand on connaît un peu le quartier à Paris, Assas, c'est rue d'Assas et la rue de l'Ambre, c'est juste derrière. Donc peut-être qu'elle passait juste là en voiture parce qu'elle quittait son bureau ou qu'elle y entrait, j'en sais rien. Tu vois, je lui ai jamais posé la question. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Et ensuite, j'ai enchaîné plein de films. Et c'était assez cool, sauf que moi, je crois que ce qui fait la grande différence... Et là, t'abandonnes tes études à Assas? Ouais. Tu les laisses de côté? Non, ouais, j'arrête. Impossible de faire les deux en parallèle? Non, c'est pas du tout impossible. C'est que de toute façon, je cherche n'importe quel échappatoire pour arrêter Assas, quoi. Moi, je pense que évidemment, il y a plein d'acteurs qui sont très très bons et qui auraient mérité de tourner, etc. Mais ce qui fait quand même la différence entre des gens comme moi et des gens qui ont une carrière, c'est le fait d'être totalement habité par ce métier. Si tu veux être acteur ou si tu veux être actrice, je continue à penser que oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie au tout départ, c'est-à-dire que tu as envie d'être là, tu as envie qu'on te regarde, tu as envie qu'on t'aime, qu'on te trouve belle, etc. Ok. Mais derrière, il y a quelque chose qui fait que tu ne pourrais rien faire d'autre. Et je suis absolument convaincue que comme ça n'était pas mon cas, ça ne pouvait pas marcher. J'ai eu beau faire plein de films, j'ai tourné en Espagne, j'ai tourné en Allemagne, j'ai fait plein de téléfilms pour TF1, France 2, etc. Moi, j'étais pas habitée par ça, j'avais pas envie d'écrire des textes, j'avais pas envie de monter sur scène. Il y avait un truc de la facilité, tu vois, et pas de la passion, et je crois que quand même, au bout d'un moment, ça se voit, et ça fait que ceux qui méritent vraiment d'être là, le sont, et pas les autres. Ou en tout cas, durent, et pas les autres. Faut quand même avoir une sorte de culot ou d'audace, j'ai envie de dire, pour aller au bout de l'histoire, là, quand même, sur le cinéma. T'as jamais fait de comédie, tu te retrouves sur un plateau, enfin, je sais pas, c'est pas le mot, est-ce que tu t'es entraîné, mais est-ce que tu as pris des cours quand même juste avant d'arriver sur le plateau ou t'es arrivé comme ça? Alors, quand je commence dans Brise de Nice et que je joue Gladys, la reine du Kiss, je suis pas sûre d'avoir vraiment besoin d'un coach. Non. Après, j'en ai eu besoin, par exemple, quand j'ai tourné en Allemagne. Il y a quand même le stress du plateau, des caméras, des équipes, de la régie, de la prise de son. Ça peut être impressionnant. Non, mais j'avais évidemment le trac et je me sentais tellement illégitime
un syndrome de l'imposteur qui m'a pas quitté ensuite dans plein d'autres domaines. Mais quand j'ai tourné en Allemagne, où là, je tournais en anglais avec des acteurs qui, eux, parlaient allemand, là, j'avais un coach. Là, j'avais quelqu'un qui s'occupait de moi parce qu'il fallait apprendre des pages et des pages de scénario. En plus, je tournais un film d'aventure. Je jouais une Arménienne qui s'appelait Anaït. Je sauvais le monde, mais j'attrapais la peste. J'étais balancée dans la flotte 12 fois par jour, j'avais pas une minute à moi. Franchement, c'était un film, c'était n'importe quoi. Là, j'avais besoin d'avoir quelqu'un pour me faire travailler. Les autres rôles que j'ai eus, écoute, je crois pas que j'étais une très grande actrice, j'étais probablement pas la pire non plus, mais bon, ça allait. Le problème que j'avais, vraiment, c'est que j'étais pas du tout habituée par ce métier. C'est-à-dire que quand je travaillais, j'étais très très contente. Et puis quand je travaillais pas, j'étais un peu désœuvrée. Et puis aussi, il s'est passé un autre truc pour moi, c'est que j'ai commencé en même temps que des filles qui, elles, ont d'ailleurs très bien réussi, et puis d'autres qui probablement n'ont pas marqué l'histoire, mais à une époque où on aimait les filles très minces, un peu qui avaient l'air de pas avoir mangé à la cantine depuis longtemps. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai jamais été une fille très grosse, mais moi, j'ai toujours été contente de manger un truc. La tabragie, ça m'intéressait. Enfin, tu vois, j'étais plutôt... Et ça, je me souviens non pas d'un réalisateur, mais d'un directeur de casting qui m'avait dit un jour... Le problème avec toi, c'est que t'es un peu trop jolie pour être grosse, mais un petit peu trop grosse pour être vraiment jolie. Et là, je m'étais dit, bon, j'ai deux choix. Soit j'accepte ce truc et je décide de perdre 15 kilos et je deviens vraiment cette espèce de fille hyper brindille, très fragile, dont on imagine tout le temps qu'il leur est arrivé un truc, qu'elles ont perdu toute leur famille la semaine dernière. Soit je reste ce que je suis, mais c'est clairement pas à la mode. Et comme en plus, je m'écris pas de spectacle et que je vais pas devenir humoriste, bon, il y a un moment où ça va s'arrêter. J'ai rien fait pour que ça dure, vraiment. Mais de temps en temps, je me dis que j'aurais pu travailler un tout petit peu plus pour au moins, je sais pas, rendre un peu hommage à ceux qui m'avaient donné une chance et me tenir correctement par rapport à ceux qui n'avaient pas eu cette chance. Plutôt ça. T'as envie d'y retourner quand même ? Bah, j'ai su retourner là, figure-toi, alors que j'avais pas tourné depuis très longtemps. J'ai tourné dans le prochain film de Dupontel, là, qui sortira en mars ou en avril, je crois. J'étais assez contente. Après, j'ai tourné exactement ce que je suis, c'est-à-dire qu'il m'a engagée pour jouer une journaliste de plateau politique qui reçoit des candidats. Donc, c'était pas très très loin de ce que je fais depuis quelques années. Parfois, j'ai envie d'y retourner et parfois, je me dis, mais t'en serais bien incapable, ma pauvre. Donc, non, je crois pas. C'est un désir un peu bizarre. Dans une autre vie, je crois que j'aurais préféré être chanteuse et très très grande star. Tu vois, genre Beyoncé, ça m'aurait plu. Mais bon, voilà. Comment on passe du cinéma au journalisme ? En fait, j'étais donc actrice et j'avais ces temps morts qui parfois étaient assez longs. Et j'ai monté une première boîte qui s'appelait Mademoiselle Claude, et avec le père de mes enfants. Et on monte cette boîte. Donc, et on s'occupe de faire de la com et des événements pour des marques de femmes. Donc, je sais pas, Princesse Tam Tam, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et parallèlement à ça, j'ouvre un blog et j'écris des trucs. Et je veux pas trop qu'on sache qui est Mademoiselle Claude. On fait des soirées qui s'appellent Masquerade, où tout le monde vient masqué, okay. Tu vois, bon. Et un jour, Christelle Gradio, qui était la cellule repérage de Canal+, m'appelle en me disant, nous, on aimerait bien savoir qui y a derrière Mademoiselle Claude, vous voulez pas venir me voir? Et j'y vais, on s'entend très bien. Elle me dit, écoute, tu vas passer les essais pour devenir Miss Météo. Se pose exactement le même problème qu'avec ce directeur de casting. C'est-à-dire que très clairement, j'ai très très envie de faire des vannes, mais je vais pas rentrer dans les robes en 36, quoi. Ça, y a pas de sujet. Et elle me dit, écoute, c'est pas grave, je vais te trouver une place. Et je me dis, bon, elle va me trouver une place. Tout le monde dit ça, tu vois. Ne vous inquiétez pas, on vous rappellera. Et en fait, elle me rappelle. Et elle me dit, ça te dirait de te lever à 3h du mat, plusieurs fois par semaine pour être en matinale. Et moi, j'avais tellement envie de travailler. J'étais tellement pas faite pour cette oisiveté et ces temps morts et ces latences et ces trucs qui font qu'à part aller au bon marché, tu sais pas très bien quoi faire de toi, que j'ai immédiatement accepté, mais j'ai même adoré. Et là, en revanche, j'ai vraiment découvert le vrai track 1000 fois plus qu'en plateau avec de grands acteurs. Là, d'être tous les matins avec ton propre papier, ta chronique, dans une émission qui à l'époque était hostée par Maïté Nabiraben, puis ensuite par Ariane Massenet, j'ai vraiment adoré l'exercice. Donc d'abord, j'ai fait une chronique. Et puis ensuite, il y avait une Miss Météo qui est partie, donc ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire la météo? J'ai dit, mais bien sûr. Donc j'écrivais... Toujours dans la matinale? Toujours dans la matinale, 3 ou 4 météos par jour. Et puis ensuite, l'émission s'est arrêtée et je suis passée chez Alibadou. À ce moment-là, je me sentais encore pas du tout journaliste. D'ailleurs, je l'étais pas tellement. Tu sais, on te file des sujets à porter, tu dois juste les raconter, mais t'es pas... Donc t'écrivais pas tes sujets? Ah si, non, j'écrivais tout, mais je veux dire, je faisais pas d'enquête, tu vois. On me disait, regarde, il y a eu tel truc qui est sorti, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de ce mec qui a eu 19 enfants sans le savoir, ou de cette fille qui a inventé tel truc?
Donc, on peut pas dire que ce soit vraiment du journalisme. Faudrait que tu me racontes quand même l'histoire de ce mec qui a eu 19 enfants sans le savoir. Je crois que c'était même genre 190, tu sais, c'était celui qui avait inspiré le film, ouais, exactement. Ouais, excellent film. Canadien qui était repris en France. Par José Garcia, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Bref, donc voilà, je fais ça, et puis Canal, ça s'arrête pour plein de raisons diverses et variées. Et je me retrouve 1 an avec rien. Et là, pour moi, c'est un énorme vide. Parce que quand t'as bossé 4 ans comme ça, déjà j'avais un petit garçon en plus, 1 an avec rien, j'étais plus actrice, j'avais pas de chaîne, j'avais jamais fait de radio, j'avais jamais écrit dans la presse papier. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de moi? Et en plus, j'avais pas du tout envie de remonter une boîte et faire des fêtes, quoi. Moi, je voulais exister, je voulais travailler, je voulais... Et ton agent, là, à l'époque, non, elle te en fait, plus trop de toi? Non, mais je voulais plus faire ça. D'abord, mais elle peut être aussi agent pour te faire bosser avec des chaînes de télé, non? Non, ça marche pas vraiment comme ça. Okay. Et puis surtout, je voulais pas partir... tu vois, à l'époque, quand je tournais en Allemagne, le film dont je te parlais, j'étais partie 3 ou 4 mois. Et quand t'es pas Angelina Jolie, tu pars pas avec tes enfants sur un tournage. Ça n'existe pas. Donc, moi, j'avais plus envie de ça. Donc là, j'ai 1 an hyper compliqué et je rencontre des gars qui ont monté une radio web qui s'appelle Piaf. Ok. Et je lance une émission sur Piaf qui s'appelle L'œil de Molcou. L'œil de Molcou, et Julia préfère les hommes. Je sais pas comment j'arrive à oublier ça. C'est vrai. Et c'est une émission dans laquelle j'ai 2 chroniqueurs formidables. L'un qui vient parler de nouvelles technologies, ce qui reste quand même pour moi un champ complètement abstrait. On va en parler après. Et l'autre qui vient me parler de cinéma. Et moi, dedans, j'interviewe des hommes toutes les semaines pendant 1 heure. Et donc, c'est ce fameux truc, Julia préfère les hommes. Et l'émission dure 1h30, 2 heures en direct. Web radio, accessible via n'importe quel site web, enfin sur le site web de Piaf, c'est ça? Ok. C'est P2IAF. Et c'est génial. Et j'adore ce truc, et j'adore ce média, et j'adore faire ça. Et je prépare les émissions avec le même engagement que si j'étais sur France Inter, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je ne laisse rien au hasard. Il y a des lancements, il y a des sorties, il y a un générique. Tu vois, incroyable. Ça existe encore? Non, ça n'existe plus. Mais je leur dois vachement ce qui s'est passé après, quoi. Et de là, France Inter et Europe 1 m'appellent en me disant on a entendu parler de vous, on aimerait bien vous rencontrer. Et là, je deviens vraiment journaliste. Parce que là, on me confie des choses, on me demande d'écrire des choses plus intéressantes, et on me donne plus de place. Et puis surtout, là, le public me parle plus de ma robe ou de ma coiffure. Parce que le truc, quand t'es sur Canal+, c'est que t'es tellement bien habillée, t'es tellement mise en valeur, que même si t'es la fille la plus intelligente du monde et la plus grande journaliste du monde, ce qui, donc, je le rappelle, n'était pas mon cas, mais en fait, les gens ne regardent qu'un truc, c'était fringue, quoi. Enfin, à l'époque, en tout cas, tu vois. Donc voilà. Et je commence à la radio comme ça, grâce à cette web radio incroyable qui m'a hébergée pendant 1 an. Tu disais que c'était la même histoire sur Canal, sur les remarques sur ton physique que tu avais eu par ce directeur de casting. Pourtant, sur Canal, ça n'a pas été un frein et t'as fait quand même pas mal de choses. Non, sur Canal, à aucun moment, elle me dit que je suis trop grosse. C'est pas tout ça. C'est que moi, je me dis, tu sais, à l'époque, les Miss Météo, c'était Louise Bourgoin, c'était les filles les plus belles. Et moi, je me dis, je vais pas rentrer dans cette catégorie-là, donc ça sert à rien. Je savais que c'était pas pour moi. Mais en revanche, quand j'ai été mise à l'antenne sur Canal, à aucun moment, je n'ai eu ni d'injonction, ni de... Je me suis sentie vachement bien. Sur Canal+, les femmes, ça avait de la gueule, tu vois. On était... oui, ils aimaient bien les filles qui étaient drôles. Ils aimaient bien les filles qui étaient jolies. Mais tu vois, ça n'a jamais été un sujet. Au contraire, c'est moi qui me suis toujours dit, je peux pas. Je suis trop grosse, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Ça t'a marqué quand même, cette remarque du directeur de casting? Ah, mais grave. Quand j'étais sortie de son bureau, je m'étais dit, j'ai de la chance parce que moi, je suis dans une famille solide et je suis plutôt assez solide. Mais si je venais de Montélimar ou de je sais pas où, que j'étais seule à Paris dans mon petit 12 mètres carrés à Stalingrad et que je rêvais d'être actrice et qu'on me balançait ça, qu'est-ce que je ferais, quoi? Ouais, ce serait quoi la suite de ma vie avec un type qui te dit un truc aussi méchant, quoi, et aussi gratuit? Donc j'étais quand même consciente de la chance que j'avais de pas être si fragile. Il officie encore, ce fameux directeur de casting? Non, et tu sais quoi, je crois même qu'il est mort. Ok. Bon. Je lui ai pas souhaité ça. Non, évidemment. T'as bossé sur pas mal de radios, au final. T'as fait RTL, t'as fait France Inter. J'ai commencé sur Inter, ouais. J'ai adoré être sur France Inter. J'étais d'abord avec Laurent Goumard le soir, et puis ensuite on m'a confié les émissions d'été. J'ai adoré ça. Le Mac de l'été où je recevais des gens incroyables. Enfin, tu vois, je sais pas, de Monica Bellucci à Vincent Lindon, en passant par absolument tous les acteurs et toutes les actrices et les chanteuses. Juliette Armanet, une de ses premières radios, c'était avec moi. Et j'avais mis en place un truc que j'ai ensuite gardé sur RTL, qui était d'avoir un seul chroniqueur, oui, mais pas n'importe lequel, soit un sommelier, soit un vigneron. Et donc, tous les soirs, à 18h40, à l'heure de l'apéro. Ouais, ça s'appelait La Culture en bouteille. J'avais un générique génial qui terminait par vous voulez un whisky? Non, juste un doigt. Et on ouvrait la ref. Si vous n'avez pas la ref, n'écoutez pas ce podcast. Non, mais si vous n'avez pas la ref, c'est que vous êtes très jeune, en fait. C'est pas grave. Et
Et on ouvrait une hyper bonne bouteille et ils nous racontaient un cépage, un vigneron, un domaine. Bref, c'était vraiment génial. J'ai adoré être sur RTL ensuite avec Thomas Soto, où j'avais une chronique culture qui était super. Et puis surtout, je ne peux que les remercier de quelque chose. C'est que quand il y a eu la pandémie, tout le monde s'est fait virer. Il n'y avait plus de culture, il n'y avait plus de films à raconter, il n'y avait plus de théâtre, il n'y avait plus rien. Et eux, ils m'ont gardé. Et on a réussi à trouver une chronique. Et alors là, ça fait donc 4 fois que je dis le mot adoré. C'est un peu dommage d'avoir si peu de vocabulaire, mais que j'ai adoré porter, qui s'appelait La culture de l'actu. Et en fait, tous les soirs, j'allais chercher, enfin, tous les matins, avec la Red Chef Victoire Dorinxin, j'allais chercher un mot dans l'actualité. Donc, ça pouvait être école, bar, tank, guerre, je sais pas, tu vois, tout ce que tu veux. Et j'en tirais un fil culturel. Qui a chanté quoi sur ce sujet? Qui a peint quoi? Qui a raconté quoi? Quel film parlait de ça, etc. Et c'était, mais j'ai adoré. Ouais, ça fait un peu une bouffée d'air dans cette période je crois, chargée. Ouais. Bon, c'est qui les cons, c'est qui les sympas, là? Raconte un peu, avec toutes ces radios et ces télés que t'as faites. Je me souviens que quand il y a eu MeToo, beaucoup de journalistes étaient venus nous voir, nous, les animatrices de Canal, pour nous demander de balancer un peu sur les hommes qui avaient pu peut-être mal se tenir avec nous. Moi, la seule personne qui a été très, très désagréable avec moi dans ma vie professionnelle, c'est une femme. Et donc, je leur avais dit, elles étaient bien emmerdées parce qu'elles pouvaient donc pas en parler puisque le sujet, c'était vraiment d'accabler des hommes. Et là, moi, vraiment, mes humiliations, je les devais qu'à une femme. Ensuite, à la radio, de temps en temps, évidemment, je suis tombée sur des gens qui m'ont dit, quand j'allais leur proposer un programme, une journaliste qui a des idées. Eh bien, c'est une première. C'est quand même un truc incroyable. Et puis, il y en avait un autre qui m'avait dit un jour, à qui je disais, mais s'il te plaît, je peux avoir une tranche à moi, là, j'en ai marre d'être toujours la numéro 2, comme si, en tant que femme, on n'était pas capable de porter des choses, et qui m'avait dit, en montrant les photos d'animateurs derrière lui dans son bureau, mais enfin, moi, le coup, je rêverais de t'avoir en photo dans mon bureau, mais tu vois bien que je n'ai pas de place. Enfin, voilà, tu vois, ce genre de truc un peu médiocre, quoi. Un peu ancien monde, quoi. Ouais. Pourtant, il n'était pas si vieux. Mais voilà, juste un peu médiocre. Mais je crois que j'ai plutôt eu de la chance, tu vois, j'ai pas vécu ce que certaines de mes consoeurs ont vécu. Après, j'ai vécu des trucs assez violents entre les 2 tours de l'élection présidentielle de Macron la première fois, où je me suis pris un peu de l'extrême droite sur le dos, qui considérait que quand je prenais la parole, je la prenais pour Macron. Or, à l'époque, j'étais sur LCI et je chroniquais des films et des pièces de théâtre, donc il n'y avait pas tellement de place dans ma chronique pour donner un avis politique que d'ailleurs je n'avais pas. Et eux avaient demandé ma tête à LCI, qui a refusé, qui m'a gardé à l'antenne. Mais là, ça a été assez violent. Là, j'ai pris des menaces de mort. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Enfin, en ayant une culture, une chronique culture. J'avais répondu, je sais pas si tu te souviens, mais à cette époque, en plus toi, t'étais aussi à l'antenne, mais à cette époque, être journaliste, c'était très compliqué. On prenait vachement de messages tout le temps, journal, hop, machin. Bon. Et je crois qu'un jour, j'en avais un peu marre d'être insultée et j'avais répondu à un type qui me disait, je sais pas ce qu'il me disait. Bon, bref, je lui avais dit, mais enfin, vieux, on va pas, enfin, moi, je vais pas choisir Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, tu te rends bien compte. Et là, j'avais pris une déferlante, mais une déferlante de haine et de messages de viol, enfin de menaces de viol et de menaces de mort. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, j'avais tout fermé. Et là, j'ai eu un peu peur. Ça a duré vraiment juste une semaine ou 2, tu vois, le temps de l'entre-deux tours. Là, j'ai eu peur. Là, je me suis dit qu'en fait, on n'était pas très protégés, pas très préparés non plus à prendre ce genre de... Mais bon, LCI a été franchement super parce qu'ils ont pris ça très au sérieux. Et j'ai été très entourée et très... Enfin voilà, et puis surtout, ils n'ont pas lâché, quoi. Comment t'as été entourée, comment t'as été accompagnée? Parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans ce podcast où je reçois des youtubeurs, des créateurs de contenu sur Instagram qui forcément ont à la fois des communautés qui les adorent, tiens, je reprends un terme qui t'est cher, mais aussi des haters qui sont là par jalousie, qui passent leur journée à insulter gratuitement. Ils font tous face à ça de manière différente. Et notamment l'ignorance, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, ou juste supprimer les messages haineux. C'était quoi? Comment t'étais accompagné toi en médias par déjà RTL, LCI, la direction de LCI a été vraiment super. C'est-à-dire qu'ils ont dit tu réponds pas, on va pas baisser la tête devant eux, tu vas rester à l'antenne et tout va très bien se passer, on va te protéger. Et si à un moment ça va trop loin, on t'offrira même une protection physique, tu vois. Donc ça n'a pas été le cas et ça a été tout à fait bien. Après sur Twitter, je veux dire, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça parce que je suis vraiment pas une pro de tous ces réseaux, même si j'y suis. Mais sur Twitter, on sait que c'est un déversoir et on sait que les gens viennent t'écrire que pour te dire des choses désagréables. Ce qui est à mon avis l'inverse extrême d'Instagram. Moi, quand quelqu'un dépasse les bornes sur Instagram, ce qui est tellement rare
que limite je pourrais m'en souvenir, mais ça n'est pas le cas, j'efface instantanément le message, le commentaire désagréable, le truc, j'en ai rien, mais vraiment j'en ai rien à faire. Sur Twitter, tu peux rien faire. Voilà. Mais tu peux les bloquer. Mais sur Instagram, je fais aussi ça avec des types qui pourraient avoir envie, une espèce de drague lourde, tout, hop, ça dégage. Tout de suite, j'ai même pas de discussion, je m'en fous. Mais pour le coup, sur Instagram, je trouve qu'on est assez protégé, je trouve que la communauté est assez bienveillante. Moi, les gens qui me suivent sur Instagram aujourd'hui, je les trouve hyper soutenants, hyper... Enfin voilà, je les trouve gentils, je les trouve fidèles aussi. Tu vois, je trouve que c'est des gens qui sont fidèles, qui me suivent depuis longtemps. Moi, j'ai pas une très grosse communauté, mais j'ai l'impression d'avoir une communauté qui me ressemble vachement de la même façon que moi. Je suis des gens à qui j'ai l'impression, ou en tout cas, à qui j'ai très envie de ressembler. C'est pas toujours le cas, mais j'aimerais bien leur ressembler. On va parler un peu des réseaux juste après. C'est intéressant ce sujet sur le MeToo, parce que ça me permet de faire une bonne transition vers ton activité actuelle. Tu animes 2 podcasts actuellement. L'un pour Orso Média, qu'on a le plaisir de faire ensemble, qui s'appelle New Work City, on en parle juste après, et un autre qui te tient à cœur, qui est un projet un peu plus personnel, qui s'appelle Tant qu'il y aura des hommes. Tu nous racontes un peu la genèse de ce podcast. Qu'est-ce que tu avais envie de raconter avec ce podcast? Quel message tu veux faire passer? Je crois que ce qui s'est passé avec MeToo et tous les mouvements qui ont suivi ensuite étaient au-delà de nécessaire. C'est-à-dire que vraiment, il fallait secouer cet arbre, il fallait faire tomber les pommes dégueulasses, il fallait sortir les hommes immondes qui nous entravaient la vie, qui nous pourrissaient la vie, qui se tenaient si mal, etc. C'était absolument essentiel. Je crois qu'on ne peut pas passer notre temps non plus à rassurer les autres et à passer notre temps... Tu vois, je suis Andrea Bescon sur Instagram. Andrea lutte énormément contre les violences faites aux femmes, mais surtout aux enfants. Et il y a quelques temps, elle a fait un post aussi pour dire aux hommes, arrêtez, on sait que la majorité d'entre vous est juste normale et que vous n'êtes pas tous des agresseurs, des violeurs, des types insupportables, on le sait. Mais ne nous faites pas perdre notre temps à devoir vous expliquer qu'on le sait. Entrez plutôt dans nos rangs pour combattre ce qu'il faut combattre. Et puis c'est tout, le reste, on est OK, on est tous copains, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous, la vie est belle, ça va être super. Moi, j'ai un père formidable, j'ai 3 frères super et j'ai 2 fils que j'adore. Et je te parle même pas de tous les copains, de tous les hommes qu'il y a dans ma vie et que j'aime d'amour. J'ai plein de copines formidables aussi. Mais il y a un moment où je me suis dit, on peut pas être que les uns contre les autres. En tout cas, on peut pas être les unes contre les autres tout le temps. Et effectivement, il y a des types super à qui j'ai envie de donner la parole. Mais j'ai pas envie de leur donner la parole comme pour leur faire une petite câlinothérapie. Oh là là, les garçons, ça fait quand même 5 ans qu'on tape un peu sur les doigts des mauvais. J'espère que ça va pour vous. C'est pas ça, mon idée. C'est de leur dire, OK, qu'est-ce que c'est qu'être un homme en 2023? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme bien? Est-ce que votre vision de ce que c'est qu'être un homme a changé? Qui sont les femmes importantes de votre vie? Et surtout, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ces 5 dernières années? Est-ce que vous avez compris pourquoi les femmes continuent de monter sur la table pour qu'on entende leur voix? Et c'est à eux que je veux donner la parole parce que je veux que eux le disent. Oui, on comprend très bien pourquoi les femmes se sont rebellées. Oui, on comprend que c'est insupportable que les actrices après 45 ans aient plus de travail et qu'on les mette toujours au rebut. Oui, on l'entend. Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. C'était pour qu'ils parlent des femmes. Comment il a été perçu, ce podcast, notamment par les milieux féministes qui peuvent parfois être un peu extrêmes dans leur prise de position? Écoute, pour l'instant, je dois dire que plutôt pas mal. Alors peut-être parce que elles l'ont pas écouté. Enfin, ceci dit, elles pourraient, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de trahir ni ma cause, ni la cause des femmes en l'occurrence. Peut-être que certaines m'ont dit, écoute, vraiment, est-ce que c'était bien nécessaire? Mais en même temps, les podcasts sur la sororité, sur la féminité, sur la maternité, il y en avait tellement et tellement de super. Et puis moi, c'était pas vraiment mon sujet. Je te dis, même avant MeToo, sur cette petite radio, ma chronique s'appelait Julia préfère les hommes. Alors je voulais pas le rappeler comme ça, parce que là, pour le coup, je trouvais que ça allait trop loin. Puis en plus, c'est pas vrai, tu vois, je préfère pas les hommes. Mais j'étais déjà dans ce truc-là. Écoute, tu sais quoi, si ça va pas, elles viendront m'en parler, on s'en parlera. Et surtout, je leur dirai, mais bon, commence par écouter, quoi. Commence par voir. Je vais pas inviter des types qui sont condamnés. Je vais pas inviter des types qui méritent pas d'être invités. Alors, comment t'en es sûr? Parce que non, mais heureusement. Non, j'en suis pas vraiment sûre. Mais bon, écoute, je pense que s'ils viennent, c'est qu'ils savent que. Non, mais je dis ça un peu en rigolant, même si c'est pas très drôle. Mais il y a tellement de personnalités comme ça où tu dis, mais non, mais lui jamais, c'était pas possible. On n'aurait jamais pu penser qu'il agissait comme ça. Voilà. Écoute, si un jour je me fais vraiment berner, si un jour je me rends compte que j'ai invité un type qui en fait était un serial killer, bon bah d'abord on supprimera ce podcast et puis je ferai un message pour dire que je suis absolument désolée et je pense que je tomberai des nues au même titre que tout le monde. Aujourd'hui, quand je reçois des gens, je me dis que d'abord s'ils viennent dans Tant qu'il y aura des hommes pour parler des femmes, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas trop de casseroles aux fesses. S'ils en ont... Tu checkes un peu quand même?
Mais écoute, non. Moi, pour beaucoup, tu les connais assez bien quand même, parmi tes invités. Oui, je les connais en tout cas, ou alors je les admire, ou alors je les respecte, ou alors... Écoute, je les briefe tellement sur ce que c'est, que s'ils viennent, alors qu'ils savent qu'ils sont 5 plaintes, écoute, gars, en fait, tu vas t'humilier tout seul, quoi. T'en as certains qui ont voulu venir dans ton podcast et qui t'a dit non? Ne me donne pas de nom, évidemment, mais... Ouais. Enfin, je leur ai pas dit non, mais même s'ils se sont défendus de quelque chose, comme l'affaire n'est pas jugée, moi, je jouerais pas la justicière. C'est-à-dire que si l'affaire a été jugée, et je sais qu'en disant ça, par exemple, typiquement, on va me dire, mais tu sais bien qu'en France, on protège vachement les hommes, et vachement les violeurs, et vachement les types qui se tiennent mal, et c'est vrai aussi. Donc, je vais reprendre cette phrase autrement. Je vais pas aller sur des terrains glissants exprès pour m'embourber. Clairement pas. Il y a suffisamment de types qui n'ont pas ce genre de casserole pour d'abord aller vers eux. Tu sais, c'est comme quand je faisais de la culture. On me disait, t'as détesté ce film, mais donc tu vas le défoncer ce soir dans ta chronique. Et je me disais, mais les gars, j'ai 2 minutes 30. Si je les passe à dire du mal de quelque chose, alors qu'il y a tellement de trucs super dont personne ne va parler, je t'assure, ça n'a aucun sens. Donc non, je vais aller que vers des types dont je crois être certaine que ce sont vraiment des hommes bien. Et écoutez-le, ce podcast, tant qu'il y aura des hommes. En vrai, c'est vachement bien. Je vous le conseille. Écoutez-le. T'en es à l'heure où on enregistre, il y a peut-être 4 épisodes, c'est ça, hein? Alors 5 qui sont sortis, mais 15 qui sont dans le pipe. Non, c'est quand ton jour de sortie, c'est le... C'est dans le week-end. Ça peut être le vendredi, le samedi, ça dépend. Je suis pas encore complètement rodée. Bah, figure-toi qu'au départ, c'était le lundi. Mais comme on sort aussi New Work, c'était le lundi, j'ai décidé de prendre sur moi. Non, en gros, ça va être le vendredi ou le samedi. Le vendredi, je crois que c'est bien. Tu penses que ce podcast aurait pu exister dans une radio classique? Je sais pas. Moi, j'aurais adoré, ou Inter. Moi, j'aurais adoré. Mais d'ailleurs, je te dis j'aurais adoré, mais en vrai, j'adorerais qu'on se dise, OK, nous, à la rentrée, on va faire ça, on va recevoir toutes les semaines un homme super, avec qui on va parler d'actualité, avec qui on va parler de femmes, de paternité, Puis tu vois, les sujets sont tellement variés. Quand je reçois Ariel Veil, qui est maire de Paris-Centre, bon, avec lui, on va pas particulièrement parler de MeToo comme ça. On va parler du fait que la ville a été construite par des hommes pour des hommes. Et c'est tellement intéressant de voir comment il compte faire évoluer ça pour que les femmes puissent s'asseoir sur un banc et pour que les stations de métro puissent nous permettre de descendre en poussette. Évidemment, il n'y a pas que les poussettes, le problème. Évidemment, les personnes à mobilité réduite aussi. Mais tu vois ce que je veux dire. Je change de sujet à chaque fois. C'est pas... Tous les podcasts ne sont pas les mêmes. Je vais pas aborder le problème des femmes dans le cinéma avec Ariel Veil, par exemple. Ouais, je comprends. Donc, on peut en avoir plein des hommes avec qui parler. Et tu trouves pas que finalement, en ayant ton propre podcast, tu as peut-être un peu plus de liberté que tu n'en aurais dans une radio traditionnelle avec un rédac-chef qui a quand même un droit de regard sur tes invités, alors, qui pourrait même te suggérer un peu très fortement d'inviter un tel ou un tel parce que ça l'arrange ou parce que, pour d'autres raisons connexes? Alors, moi, je dois dire que sur France Inter et sur RTL, j'avais pas de rédac-chef déjà, quand je faisais mes émissions d'été notamment. J'étais extrêmement libre. Vacances, de toute façon. Non, mais j'étais extrêmement libre des invités que j'avais. J'imagine que si j'avais eu des envies de quelque chose d'un peu border, oui, bien sûr que Jacques Esnoux sur RTL serait peut-être intervenu en me disant bah non, pas lui en fait. Mais sinon, j'étais quand même assez libre. J'étais totalement libre dans mes questions et dans le choix de. Mais je crois aussi que c'est parce qu'il me faisait confiance. Je veux dire, je n'ai pas du tout une âme rebelle, moi. Je suis pas du tout une. En fait, j'ai quand même une éducation. Parfois, je fais cette vanne en disant j'ai pas été que nourrie. J'ai été élevée aussi. Je crois que je suis quand même très bien élevée, moi. Tu vois, j'ai quand même un truc très déférente et sage. Si on me confie une émission sur France Inter, quand je faisais le 18-19 de l'été, je me sentais investie d'une mission énorme. J'étais sur France Inter. Quand j'étais sur RTL au 19-20, énorme. Tu vois, j'ai pas jamais pris ça à la légère en me disant « Oh là, ça y est, je suis une rosta, je fais ce que je veux ». Pas du tout. Mais au-delà d'être rebelle et de choisir les invités que tu veux et d'avoir une absolue liberté, ce que je trouve intéressant quand même dans le format podcast, mais aussi ça peut être sur YouTube, d'avoir son propre site, tous les supports de la Creator Economy, c'est qu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation ou d'avoir l'autorisation, l'agrément ou l'accord d'un directeur d'antenne ou d'un directeur des programmes pour lancer le format qu'on a en tête, qu'on rêve de faire, qu'on rêve de mettre en place. Aujourd'hui, on peut le faire soi-même, certes avec une audience qui est infiniment moins élevée que celle des radios traditionnelles, mais... avec une absence de salaire aussi. Une absence de salaire, mais au début, en tout cas. Ouais. Donc c'est une vraie aventure entrepreneuriale. Mais tu as quand même la possibilité d'aller au bout d'un projet que tu as en tête. Et après, c'est sûr qu'il faut mettre beaucoup d'énergie pour le faire connaître, le faire grandir, le développer. Mais c'est quelque chose qui est assez significatif, qui change pas mal la donne, je trouve, moi, dans notre monde des médias, où il y avait avant quand même une mainmise
des médias traditionnels sur ce qu'on pouvait voir, produire, écouter, voilà. Moi, le fait de commencer des podcasts a coïncidé aussi avec le fait de quitter ces radios généralistes. C'est-à-dire que j'ai quitté RTL début juillet. Et en septembre, j'ai décidé de monter ma boîte. Et parce que je vous ai croisé avec Mathieu Stéphanie et que je vous ai dit « Ah, j'ai une idée de podcast que je traîne depuis longtemps, mais que j'ai toujours pas faite. » Et que vous m'avez dit « Bon, écoute, on va pas en parler 2 ans. Soit t'arrives à sortir un truc pour le 15 octobre, soit salut. » Ça m'a donné une impulsion, ça m'a donné envie de le faire. Mais c'est aussi parce que là, de toute façon, je me retrouvais dans une telle... Mais c'est au-delà de liberté, en fait. C'est un tel no man's land. Tu montes une boîte, quand t'es comme moi, que t'es pas du tout entrepreneuse, que t'as toujours été salariée, même si c'était que des CDD, malgré tout, t'es salariée. Là, t'as un petit vertige, quoi. Il faut bien les faire, les choses. Il y a un moment où, si tu veux que ce que tu vois comme étant un gouffre, plus tu t'en rapproches, en fait, c'est une rigole. Mais pour t'en rapprocher, il faut quand même faire les choses. Donc oui, t'as raison. J'ai cette liberté totale de pouvoir faire ce podcast et d'inviter qui je veux, etc. D'un autre côté, la liberté, ça se paye vachement plus cher. C'est pas si simple d'être libre. C'est pas si simple de ne pouvoir se référer qu'à soi quand on a une idée, d'avoir personne d'autre pour te dire moi, je trouve pas ça terrible, non. Moi, j'aime pas cette question. Tu vois, moi, les interviews, je les écris seule. Et puis, quand je suis en face de Raphaël Enthoven ou de Gérard Damon, je sais pas quoi, t'as personne dans l'oreillette pour te dire, tiens, relance-le sur tel truc. T'aimerais ? Bah non. Bah, j'adorais ça, moi. J'adorais l'oreillette. Je trouvais ça génial d'avoir une réalisatrice dans l'oreille qui disait... On va t'en mettre une. Ouais, mais avec qui derrière? C'est ça, tu vois. Il faut avoir confiance en celui qui te glisse des trucs à l'oreille, parce que si c'est pour te glisser des vannes nulles. Ouais. T'as parlé de Darmon, d'Enthoven, Ariel Veil, quand même des noms que beaucoup de jeunes podcasteurs adoreraient avoir dans leur podcast. Comment tu fais? Comment tu fais pour les convaincre? Comment tu fais pour les convaincre de venir dans ton podcast? Bah d'abord, j'ai de la chance parce que je les ai déjà reçus sur les radios qu'on a citées précédemment, qu'ils étaient contents de ce qu'on avait fait ensemble, qu'ils étaient contents de la façon dont je les avais reçus, de la façon dont j'avais traité cette interview. Ensuite, on parle, à part Ariel Veil, qui est un homme politique, je reçois quasiment que des artistes, parce qu'il y a aussi eu Alex Vizorek, Baptiste Le Caplin, Philippe Cavrivière, Amir. Et en fait, ces gens-là, je suis allée les voir au théâtre, je suis allée les voir au cinéma, j'ai écouté leurs disques, je suis allée les voir en concert. Et donc, j'ai déjà chroniqué des choses. Donc, ils savent que j'étais là au départ aussi, tu vois, pour certains. Certains, quand ils ont commencé, ils avaient besoin d'avoir des gens comme moi pour relayer ce qu'ils faisaient sur RTL le matin dans la matinale ou le soir sur Inter. Donc, ils oublient pas aussi, tu vois. Ils oublient pas que j'étais là et donc ils reviennent. Et c'est aussi parce que j'en ai jamais dit de mal. Parce que tu vois, si j'avais pris un petit malin plaisir à aller dire du mal d'une pièce ou d'un film, ça peut arriver de rater quelque chose. À toi, ça t'arrive, à moi aussi. Bon, et ben si t'en dis du mal, eux, en revanche, ils s'en souviennent aussi et plus jamais clairement. Ils viennent. Mais tu vois, c'est ça le seul conseil à donner. Ne dites pas de mal. Gardez ça pour votre sphère privée. Si vous n'avez pas aimé une pièce, vous le dites à votre mère. Et puis c'est tout. Ok, on retient ce conseil. Merci Julien. New Work City, pour le coup, c'est un projet qu'on avait dans les tiroirs chez Orso Média depuis quelques temps. On cherchait la bonne personne pour le porter. On avait très envie de créer ce podcast qui parle des sujets un peu tabous au bureau. Le sexe, l'argent, le pouvoir, les différences de salaire, le collègue qui a une hygiène douteuse, etc. On s'est rencontrés il y a quelques mois. On a eu l'occasion de t'en parler comme ça et t'as sauté sur le projet. C'était pas forcément ton sujet, tes thématiques de prédilection. Dis-nous un peu pourquoi, qu'est-ce qui t'a branché dans ce podcast? Il y avait plusieurs choses. D'abord, j'aimais bien l'idée de prendre un peu un risque et de pas faire quelque chose que j'avais déjà fait 43 fois. Et effectivement, parler de l'entreprise, des salariés, de la vie de bureau, qui est quand même un truc que je connais assez mal. Je trouvais ça intéressant de m'y atteler. Ensuite, j'ai quand même un vrai plaisir à retrouver le micro, tu vois. Parce que malgré tout, même si j'ai quitté RTL, pas si mécontente que ça de partir pour plein de raisons. J'aime tellement ce métier que, tu vois, je rêverais quand même d'y retourner à un moment. Donc, j'étais contente d'y retourner. Et puis, il y avait un truc, c'est que dans ce podcast, tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on ait des chroniqueurs. Et moi, j'aime le travail d'équipe. Et tout d'un coup, me retrouver avec un psy, un avocat, un DRH, une avocate. J'aime bien cette interaction. J'aime bien le fait de donner la parole, d'aller chercher des choses chez les gens, de préparer ces interviews. J'aime bien ça. Donc, tout m'allait. Et je me suis dit, bon, si je suis vraiment nulle parce que je connais rien à l'entrepreneuriat, je travaillerai plus et puis on y arrivera. Et je crois que ça va. Ça va, je te confirme que ça va. D'ailleurs, je vous invite tous à aller écouter ce podcast. Très cool. L'idée, c'est vraiment de ne pas avoir de tabou. On essaie d'être anti-langue de bois. On essaie d'avoir un casting aussi d'intervenants qui on a des gens super. Dans le casting, on a vraiment des gens super. Ouais.
avec des vrais cas qui nous arrivent. Alors pas tous les jours parce qu'on a vraiment des vies de bureau un peu pétées, mais en tout cas avec des vraies réponses et des choses assez concrètes. On a parlé un peu de tes réseaux sociaux tout à l'heure, notamment d'Instagram, de Twitter. Tu sais combien t'as d'abonnés sur Insta ? 15 600. 15 682. Non, ouais, c'est pas peut-être, vrai. Non, peut-être 15 682, mais 15 000. Ok, donc c'est-à-dire tu sais quand même, tu suis ton... Bah, c'est-à-dire que j'en ai pas 1 400 000. Ouais. Non, mais tu vois, 15 600, c'est au-delà marqué. d'1 million, on compte plus. Oui, je crois, Comme mais là, il y a marqué quoi. 15,6K. Bon, bah voilà. Ouais. Quand ça passera à 15,7, je serai trop contente. C'est quelque chose que tu surveilles de près, qui te travaille, pas qui t'obsède, mais c'est... Bah, je préfère quand ça progresse, même tout petit, que quand ça régresse, tu vois. Mais non, ce qui me fait très plaisir plutôt, c'est de voir que des marques ou des hôtels ou des restos sont contents de me voir venir parce qu'ils savent que j'ai la chance d'avoir une communauté ce que je te disais tout à l'heure, qui me ressemble un peu. Donc on a sensiblement les mêmes goûts, peut-être même les mêmes moyens, et donc on va être content de se partager des plans qui sont vraiment dans nos moyens, quoi. Ça me fait plaisir. Et puis ça me fait plaisir aussi de voir que j'ai des gens qui sont vraiment gentils, quoi. Tu vois, qui m'aiment vraiment beaucoup. Moi, je suis pas mécontente d'avoir des gens qui m'aiment vraiment beaucoup sur ces réseaux. Je trouve ça vachement agréable. Et tu vois, je cherche pas un mari, je cherche pas un papa. Je suis contente, quoi. Ça me fait un peu je sais pas, un peu comme si j'avais plein d'autres copains, quoi. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça tendre, Instagram, en fait. Mais alors, laisse tomber, j'ai pas TikTok. Je t'ai pas posé la question. Voilà, Twitter, j'y connais pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, TikTok ? T'es déjà allé ? La jeunesse. Ça m'évoque la jeunesse, les chorégraphies, les chansons à la mode. Non, j'y suis jamais allée parce que je l'ai pas, mais j'ai déjà vu des vidéos TikTok parce que parfois elles sont balancées ailleurs. D'ailleurs, je me sur Insta, ouais. Ouais, par exemple. Ça m'évoque un truc qui m'échappe complètement. Ce que j'aime bien quand même sur Instagram, parce que je suis même pas sur Facebook, mais ce que j'aime bien sur Instagram, c'est j'ai l'impression que c'est vraiment bien pour ma génération, quoi. Ça va pas trop vite. On a le temps de se faire aux nouvelles configurations, tu vois. Instagram tend à devenir un peu comme TikTok, hein. Tu sais qu'ils regardent de très près ce que font TikTok, et voilà. Donc il est pas dit que ça dure, tu vois. Ah ouais. Cet aspect apaisé d'Instagram. Mais alors on ira où ? J'ai l'impression que les gens vont vachement sur LinkedIn, mais je comprends pas. Ils se racontent quoi sur LinkedIn ? Tu vas, toi ? Mais jamais de la vie. Là, j'y suis allée pour poster New Work City parce que... Bah oui, le bureau, c'est LinkedIn, évidemment. Mais déjà, tu sais, toi, parce que tu sais que c'est compliqué de travailler avec moi sur des ordinateurs et sur des logiciels. Genre, quand tu me dis, va voir Notion ou tout est sur Slack, je sais même pas comment on dit, c'est l'enfer. LinkedIn, par exemple, je ne peux y aller que depuis mon ordinateur parce que je ne sais plus quels sont mes codes. Donc, sur mon téléphone, c'est mort. Et d'ailleurs, je n'ose même pas changer d'iPhone. J'ai un vieil iPhone tout nul. Parce que je sais pas comment je vais faire pour pouvoir remettre les trucs sur... Non, mais c'est un vrai sujet, quoi. Je suis pas du tout... Je suis pas bonne là-dedans, quoi. C'est vrai que t'es réfractaire t'es vraiment réfractaire à tout ça. C'est pas que réfractaire. Je suis pas contre les trucs un peu désuets. Je sais ce que tu vas dire. Tu vas parler de mon agenda papier, je le sais. Bon, d'abord, je l'ai pas là, mais il est hyper joli. J'ai un très joli agenda papier avec une couverture en cuir et tout. Il est vraiment hyper joli. C'est vrai que quand tu me dis envoie-moi une invitation pour le podcast et que je t'envoie une photo de l'agenda avec la date et tout, je sais que ça te fait rire. Tu le fais pour rire. Oui, bah, voilà. bien sûr, non, il faut je suis préciser pas complètement débile. Non, mais c'est-à-dire que je ne sais pas faire un truc de Google Agenda et puis surtout, j'ai pas envie que ça sonne. Pourquoi ce refus d'obstacle ? C'est quand même pratique. Mais pourquoi pas le papier ? C'est quoi le problème ? C'est la même chose. Pourquoi ? Alors, j'ai pas de répertoire papier. Je vous arrête tout de suite, ça j'ai pas. Ok, j'ai quand même un téléphone avec des numéros dedans. Voilà, la dernière fois que j'ai touché à un agenda, je pense que c'était en terminale, tu vois. Et t'avais des trucs collés dedans ou pas ? Ça me va bien, j'avais des mots à la fin, tu vois. C'est peut-être le seul truc qui me manque dans un agenda, tu vois, dans l'agenda de... C'est les copains à qui tu le fais passer derrière et qui t'écrivent des petits mots. Ouais, c'est ça. Bonnes vacances, Chris, tu vas trop nous manquer. Ouais. Ah là là. Bon, moi, j'ai pas de mots dans mon agenda. Ouais. Mais j'aime bien, je sais pas, j'utilise différents Papermate. Bien sûr que je les garde. Évidemment que je les garde. J'aime le papier, mais tu sais que même mes interviews, mes chroniques, etc., tout est écrit sur papier, moi. D'ailleurs, ça fait vachement marrer parce que j'écris aussi beaucoup sur le vin. Et Nicolas Derouin, qui était le rédacteur en chef en Magnum, m'avait engagé pour faire les grandes interviews croisées pour les suppléments du JDD notamment. Et donc, je recevais, je sais pas, Patrick Bruel et Stéphane Augier, qui est un très grand vigneron. Et moi, j'arrivais avec mon cahier et toutes mes questions écrites. Et à chaque fois, il hallucinait, quoi. Pas d'ordi, pas de tablette. De toute façon, j'ai jamais eu d'imprimante. Donc, tu veux, ça n'a aucun sens. Et tout écrit à la main. J'ai été obligée de taper mes chroniques quand j'étais à la télé ou à la radio et qu'il fallait que les autres suivent. Parce que, je pas non plus faire des papiers, si tu veux. J'allais pas réécrire 12 fois ce que j'avais écrit moi, mais non, c'est terrible. Est-ce que tu tapes à l'ordi comme un peu les gendarmes, tu sais, une touche à la fois comme ça. Alors, s'il te plaît, j'écris des textos très très vite et je tape très très vite à l'ordinateur. Ça, c'est ok. Mais si tu me demandes de faire autre chose que du traitement de texte, c'est chaud.
Franchement, c'est chaud. T'as pas besoin de me le dire, je le sais. Mais On travaille ensemble. Non, je sais que tu le sais. Mais je vois pas pourquoi ça vous gêne à ce point, en fait. On a qu'à se faire des mails. Non, moi, je trouve ça marrant. Parce qu'on est à peu près de la même génération, mais toi, tu fais un refus d'obstacle avec tout ça. C'est marrant. Mais je sais pas, j'ai pas le bon matériel. Mais on arrive à bosser quand même. Bah oui, tu vois. On arrive à faire des choses bien. Oui. Donc, comme quoi, c'est pas indispensable. On compense. Moi, je trouve que ça va très bien. Et YouTube, t'as été comédienne, t'es journaliste, t'as un caractère bien trempé, enfin en tout cas t'as une vraie personnalité. Normalement YouTube t'as un boulevard. Mais pour faire quoi? Pour raconter quoi? Soit t'écris un spectacle, soit tu fais des sketchs, soit t'es drôle, soit tu veux faire des tutos comme le génial Jérôme Niel. Wow. Mais pour raconter quoi sinon? J'allais pas dire coucou les kidzou, alors là aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une tarte aux pommes. Bien sûr, bon, mais je sens quand même chez toi une envie de créer des formats. Oui, mais choses, je sais pas filmer. En fait, j'ai pas non plus de matériel pour filmer. J'aurais pu faire des podcasts directement depuis mon salon avec mon ordinateur. Ouais. Sauf qu'il fallait acheter un zoom, un micro, un truc. Et comme je savais pas ce qu'il fallait acheter, bah je pouvais pas le faire. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire sur YouTube? Qu'est-ce que tu veux que je leur raconte aux gens? Un journal télévisé? Le quoi, j'en sais rien. Le comment non plus, c'est à toi de trouver. Mais en tout cas, ça te fait quand même une fenêtre là accessible dans laquelle tu peux faire ce que tu veux. Il y a un autre sujet aussi, parce que tu vois, là, j'ai pas eu le choix. Tu m'as dit... Tu fais les questions. Non, mais tu m'as dit... Non, je vais te répondre exactement. Tu m'as dit, par exemple, aujourd'hui, c'est filmé et c'est non négociable. Alors que moi, je ne filme pas mes podcasts et quand j'étais à la radio, je voulais pas être filmée. Et vraiment, et sur Inter, je me souviens très bien que c'était le début de la radio filmée. Je leur disais, non, mais moi, c'est mort. Fleur, quoi. C'est pas que je te fais une fleur, c'est que j'ai pas le choix. Je suis invitée chez toi, il y a un moment, tu peux pas choisir tout ce qu'on va faire. Bon. Merci. Moi, je déteste ça. Et j'ai quand même un rapport à mon image qui est un peu compliqué. Je me vois pas du tout me filmer toute la journée pour faire des vidéos sur YouTube. Ce serait totalement impossible. J'aurais besoin de mettre 14 filtres, j'aurais besoin de... Puis peut-être que ça me renverrait aussi à ce que m'avait dit ce gars, que j'étais trop grosse pour être vraiment jolie. Et donc, c'est impossible, en fait. Je ne peux pas faire ça. Sur ton compte Insta, on te voit assez peu. Ouais, mais exactement pour ça. Et quand je poste des trucs, en général, je vous le dis tout de suite, les photos ne datent pas d'hier. Je suis un énorme escroc. Je vous le dis tout de suite. Ouais, je vous le dis tout de suite. Soit elles ont un filtre incroyable, soit elles datent pas d'hier. Tu disais tout à l'heure que t'as pas vraiment vécu de MeToo toi-même. Est-ce que c'était pas quand même un mini MeToo, là, ce que t'as sorti ce directeur de casting, quand on y repense? Non, moi, j'ai eu un MeToo avec un animateur télé qui avait été terrifiant avec moi et qui m'avait dit des trucs vraiment, vraiment horribles parce que j'avais refusé ses avances. Je crois que j'avais 20 ans et lui 47 ou 48. Et il m'avait hurlé dessus au téléphone en m'insultant autant qu'il pouvait. Je crois pas que ce soit un MeToo, un type qui te dit... Est-ce qu'il l'aurait dit à un homme? Non mais attends, le nombre de trucs qu'on n'aurait pas dit à un homme. Est-ce que c'est pas ça finalement Attends, mais on m'a dit aussi, et c'était une femme, pourquoi tu veux une augmentation? T'as pas un ex-mari qui paye une pension? On va pas coller du MeToo partout quand c'est juste des gens très mal élevés et très cons. Non mais tu peux avoir des MeToo de la part de femmes aussi. Oui, mais est-ce qu'il faut pas plutôt laisser la place à celles qui ont un vrai MeToo, à celles qui ont vraiment un problème avec un type qui les a collés contre un mur ou qui les a inondés de textos immondes? Et juste se dire, en fait, ce type, quand il me dit ça, c'est un gros plouc. Et moi, je me suis vraiment dit ça. Et ceci dit, il avait aussi des chaussures à bout carré, ce qui complétait vachement le plouc. Mini MeToo. Ouais, mais non, il n'y a pas de mini MeToo. Il y a des MeToo ou pas de MeToo. C'était pas un MeToo, c'était un nul. Je vous avais dit qu'elle avait du caractère. Comment tu le vois, l'avenir des médias traditionnels par rapport à tout ce qui se passe là en podcast, sur YouTube, sur Twitter, sur Insta, TikTok et le remplaçant de TikTok quand TikTok commencera à devenir ringard? L'intelligence artificielle. Ce qui m'inquiète un peu, moi, c'est justement le fait qu'on s'habitue à ne plus laisser la parole à des gens intelligents qui ont vraiment des choses à dire et qui sont cultivés, qui ont réfléchi et qui sont pas dans cette mode de la réactivité immédiate, tu vois, pas de réflexion, mais tout de suite tu sais, c'est comme nos chaînes d'infos sur lesquelles on était. Dès qu'il se passait quelque chose, il fallait qu'on appelle quelqu'un pour qu'il donne immédiatement son avis. Pas de recul, pas d'infos, mais un avis. Des avis tout le temps, des avis surtout. C'est plutôt ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète aussi vachement, c'est pour nos enfants, pour la génération de nos enfants. C'est-à-dire qu'il faut quand même un tout petit peu qu'ils aient envie de faire autre chose que des vidéos sur YouTube ou sur TikTok. Qu'on leur redonne un peu de fond, qu'on leur redonne un peu de forme, qu'on leur redonne un petit peu de goût du travail, de l'effort, de réussir des choses intelligentes, belles et complexes, tu vois. Alors, il y a beaucoup de personnes qui réalisent des choses très intelligentes, très complexes, y compris sur ces plateformes. Bien sûr, évidemment. Mais comme tu vois bien que la masse, c'est pas vraiment ça, le sujet sur TikTok, pardon, mais je suis pas sûre que la masse des utilisateurs de TikTok soit là pour défendre des idées vraiment importantes. Moi, j'ai quand même l'impression que les médias traditionnels, tant qu'ils ne seront pas complètement annihilés par des gros groupes ou par des gros patrons et qu'ils garderont une certaine forme d'indépendance, ce sera quand même des garants de la démocratie. Si on arrive à pas avoir trop peur et à pas se cacher tout le temps derrière le fait de ne pas faire de vagues, de ne pas bouger, de ne pas en dire trop, on sera aussi un peu sauvés. Alors si ça doit passer par Twitter
et par Instagram, et par des chorégraphies TikTok, et ben, allons-y, les gars, quoi. Mais bon, ma vision de ce que vont être les réseaux sociaux dans 10 ans, je crois qu'elle est assez pauvre. J'ai pas de vision. Et Julia, dans 5-10 ans, elle sera pas sur TikTok à danser? Si, bien sûr, parce qu'entre-temps, j'aurai un fils qui sera devenu footballeur dans une très grosse équipe et qui m'aura offert une maison à Ibiza et je me serais faite probablement entièrement refaite. Et là, je ferai des chorégraphies tous les soirs dans ma piscine. Mais s'il n'a pas réussi dans le football, dans 10 ans, qu'est-ce que je pourrais avoir envie d'être? J'aimerais bien avoir compté quelque part, tu vois. J'aimerais bien qu'on se dise, franchement, c'est bien ce qu'elle fait, quoi. Depuis des années, c'est bien, c'est courageux, c'est investi, c'est intelligent, c'est travaillé. Elle était jolie quand elle était jeune. Bon, elle a pris un peu une porte, mais non, je t'assure, elle était pas mal. C'est mieux qu'elle soit à la radio d'ailleurs maintenant. Et puis elle a raison de pas se filmer parce que finalement, c'est ça. Elle a un vrai physique de radio. Qu'est-ce que je pourrais être à part le directeur général d'Orso Media qui sera devenu une énorme compagnie worldwide? Ça, ce serait pas mal. Sinon, mais moi, j'aimerais bien retrouver une place à l'antenne. Je t'assure. Même de dos. Même pas filmé. De dos, ouais. Donc le micro dans l'autre côté. Alors. Donc, franchement, c'est un concept. Hein. On tiendrait pas un truc Voilà, on tient un truc. On va faire des émissions dans le noir. Tu devrais commencer à faire une chaîne YouTube. Ça commence, ça le reprend. Dos à dos. Ok. Non, il y a un truc. Tu tiens un truc. Ok. Tu vois, t'es prête pour YouTube. Ok. Je m'y lance ce soir. Merci beaucoup, Julia. Merci à toi, c'était cool. On a passé 50 minutes ensemble. Ah chouette. Bon? Ouais, moi qui aime hein. faire court. Ouais. Pardon si c'était trop long. On fait plus court que beaucoup d'autres podcasteurs, on va pas les citer, on les connaît bien. Pas de nom. Merci pour tout ce partage. Évidemment, on saute sur les plateformes d'écoute de podcast pour écouter New York City et Tant qu'il y aura des hommes, bien sûr, avec un line-up d'invités quand même incroyable. Et ça va continuer. Et surtout, ce que tu arrives à faire, c'est vrai que ce podcast, c'est que tu arrives à obtenir de tes invités des choses qu'ils n'ont jamais racontées ailleurs. Et c'est aussi, je trouve, une manière de compter, comme tu dis, et d'avoir cultivé une certaine singularité avec ce qu'on crée en termes de médias. Et pour ça, bravo. Merci. Écouter. Salut Julia. Salut.